Il m'est arrivé quelque chose de très étrange il y a quelques années. Je ne peux pas en dire trop sans risquer de révéler des informations personnelles, donc je ne dirai pas dans quelle grande ville américaine cela s'est passé. Je ne pense pas être en danger en racontant cette histoire, mais j'ai de bonnes raisons d'être prudente. C'était en 2020, pendant la pandémie. J'étais en congé forcé et mon chèque de relance économique commençait à s'épuiser. J'avais rompu avec mon copain parce que vivre ensemble pendant le confinement m'avait révélé qu'il était obsédé par Jordan Peterson, et avant que je le bloque sur Facebook, je crois qu'il commençait à plonger dans QAnon. Bref, j'étais seul et je commençais à m'inquiéter sérieusement pour mes finances. J'avais une petite routine. Me lever, me préparer un café noir, puis consulter les sites d'offres d'emploi à la recherche de télétravail. Quand rien ne venait, j'allais faire du sport dans l'une des rares salles de sport encore ouvertes. M'entraîner me donnait au moins l'impression d'avoir encore un peu de contrôle sur mon corps et sur ma vie. Mais ce jour-là, avant même d'ouvrir mon application de mots croisés, j'ai vu un message sur Facebook. Une offre d'emploi passionnante, avec horaires flexibles et jusqu'à 1 000 $ par jour. C'était évidemment une arnaque de marketing à paliers multiples. Un de ces systèmes de vente pyramidale pour écouler du maquillage hors de prix. J'ai bloqué et signalé l'expéditeur, pensant que ça s'arrêterait là. À la salle de sport, j'ai remarqué une nouvelle fille. Elle semblait passer plus de temps sur son téléphone qu'à s'entraîner. Probablement en train de choisir quelle photo poster. J'ai essayé de l'ignorer et j'ai travaillé mes bras. Après ma séance, j'ai pris une douche, enfilé un débardeur et un legging, et je suis allé au Starbucks du coin pour un frappé. Là, encore, mon téléphone vibrait de nouveaux messages d'arnaque. Les mêmes phrases, les mêmes promesses, les mêmes profils. 5 comptes différents au moins, tous avec la même photo de profil. Une femme dans la trentaine, lèvres gonflées, maquillage parfait. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vue, assise à 3 tables de moi dans le café. La fille de la salle de sport, celle de la photo. J'ai figé. Je fréquentais cette salle presque tous les jours. J'allais souvent à ce Starbucks. Elle m'avait forcément remarqué. Elle avait probablement entendu mon prénom quand le barista appelait ma commande, puis avait retrouvé mon profil sur Facebook à partir de là. Ce n'était pas une coïncidence. Un horrible pressentiment m'a saisi. J'ai cherché le nom de la marque de maquillage sur Google, 0 résultat. Et un marketing sans aucune trace sur Internet, impossible. Ces entreprises vivent du référencement. Alors j'ai compris. Cette société n'existait même pas. C'était juste un prétexte. Et comme je l'ai appris plus tard, dans un vrai marketing à palier, les recruteuses doivent démarcher des centaines de personnes par jour en leur disant que leurs qualités uniques font d'elles des vendeuses idéales. Mais là, non. Elle n'essayait pas de vendre. Elle s'était donné la peine de fouiller toute ma vie. J'ai découvert plus tard qu'elle avait contacté plusieurs de mes amis, anciens collègues, leur posant des questions sur moi en laissant une impression étrange. Sur le moment, j'étais paralysé. J'avais envie de fuir le café en courant. Et bien sûr, quand je me suis levé, elle m'a suivi, tranquillement, après avoir pris une gorgée de sa boisson comme si de rien n'était. Je me suis retourné, lui demandant ce qu'elle foutait. Et tout est sorti. Elle m'a dit que j'avais volé son ex. J'ai mis quelques secondes à comprendre de qui elle parlait. Il ne m'avait jamais dit qu'il était en couple, et franchement, il ne valait pas grand-chose. Je l'avais quitté sans état d'âme, et la semaine suivante, je l'avais déjà vu avec une autre. Autant dire que je m'en fichais totalement. Je lui expliquais que je ne lui avais rien volé, que cet homme ne méritait ni son amour ni sa haine. Mais elle n'écoutait pas. Elle était fixée sur moi, comme si toute sa rancune s'était cristallisée dans ma direction. Essayer de lui échapper sans montrer ma peur, c'était presque surréaliste. Comme si feindre l'indifférence pouvait effacer le danger. Mais elle n'en avait rien à faire. Alors, j'ai fini par courir. Pas très loin, vers le métro. Elle me talonnait. Je me suis souvenu de mes années d'ado un peu rebelle et j'ai sauté par-dessus le tourniquet d'un bond parfait. Elle, derrière, a perdu du temps à payer son ticket.
J'ai dévalé le quai, me suis engouffré dans une rame, traversant la foule compacte pour atteindre l'autre extrémité du wagon. Elle m'a fixé à travers le wagon. Alors, j'ai souri. Et je lui ai fait un signe de la main, lentement, pendant que le train démarrait. Depuis ce jour, mon nom n'apparaît plus sur aucun réseau social. J'ai supprimé presque tous mes comptes. Même si tu parvenais à deviner qui je suis, tu ne me trouverais nulle part en ligne. Je ne poste plus de selfies. J'ai obtenu plusieurs ordonnances restrictives contre elle, mais je ne préfère pas tenter le diable. Et si elle n'a toujours pas cherché à se faire soigner, alors elle doit sûrement harceler quelqu'un d'autre maintenant. Une amie proche me répète que je devrais déménager, que ce n'est pas normal de devoir garder un dossier sur sa propre harceleuse. Et je n'écris tout ça que pour une raison. Si un jour elle recommence, j'espère qu'on la retrouvera enfin. Je viens d'Angleterre et j'ai une sacrée histoire à raconter, vieux camarade. Je plaisante, on ne parle pas vraiment comme ça. Mais c'est exactement par cette phrase qu'a commencé le tout premier message que j'ai reçu d'une fille que je vais appeler Handcuffs. Elle m'avait trouvé sur MySpace, avait vu mes photos et m'avait écrit qu'elle adorait ma manière de photographier. Elle trouvait aussi trop drôle que je vienne d'Old Blighty, l'Angleterre donc. Elle me bombardait de blagues avec des expressions britanniques, m'appelait Old Chap, Mate, Governor, tout le folklore. Et je dois admettre que je trouvais ça plutôt mignon. Une fille californienne, belle, un peu alternative, qui s'extasiait devant mon accent et mon humour british. Je me suis dit que finalement, la rumeur était vraie. Les Américaines craquent pour les Britanniques, même avec nos dents bancales et notre cuisine fade. Mais le détail qui m'a le plus impressionné, c'est quand Handcuffs m'a dit pour qui elle travaillait. Je ne peux pas citer le nom ici, mais disons que c'était un site de modèles adultes, toujours en ligne aujourd'hui. Un genre de plateforme qu'on pourrait surnommer « les filles pas très vivantes », si vous voyez ce que je veux dire. Handcuffs m'a donc expliqué qu'elle était modèle sur ce site et elle m'a envoyé quelques photos. Et en effet, certaines d'entre elles provenaient de la partie premium du site, celle que seuls les abonnés payants peuvent voir. Sur le moment, mon cerveau d'adolescent attardé n'a pas envisagé qu'un inconnu ait simplement payé un abonnement pour sauvegarder ses clichés et me les envoyer. Et comme elle m'avait aussi partagé des photos plus personnelles, apparemment prises hors du site, je n'ai pas douté une seconde. Je pensais vraiment parler avec la fille sur les photos. On a discuté pendant plusieurs semaines. Et puis un jour, elle m'a avoué qu'elle était amoureuse. Et évidemment, j'y ai cru. J'étais jeune, arrogant, convaincu que j'étais un sacré bon parti pour un mannequin glamour californien. Mais quand elle a commencé à insister pour que je vienne la voir en Californie, j'ai commencé à me méfier un peu. C'était trop beau pour être vrai. Mais bon, quel est le pire qui puisse arriver, non? Un voyage gratuit en Californie? C'est là que le piège s'est resserré. Elle m'a dit que, à cause du taux de change, elle ne pouvait acheter un billet d'avion que depuis le Royaume-Uni, et uniquement en livres sterling. Son compte bancaire, soi-disant, ne lui permettait pas d'échanger des dollars contre des livres. Elle voulait donc que je lui envoie l'argent en livres, qu'elle me le renverrait ensuite en dollars, et que ma banque, Lloyds, convertirait tout automatiquement. Pourquoi une modèle californienne aurait des connaissances si précises sur le fonctionnement d'une banque britannique? Je n'en sais rien. Mais ça a été le premier petit déclic dans ma tête. Je lui ai dit que j'étais un peu à court d'argent, que j'avais fait modifier ma voiture et que je ne pouvais pas avancer la somme. Elle m'a répondu que ce n'était pas grave, qu'elle avait déjà fait un virement international et que je devais juste lui envoyer ma part en attendant que son transfert arrive. Oui, bien sûr. Je lui ai dit que j'attendrais de voir l'argent arriver avant d'envoyer quoi que ce soit. Et là, elle a explosé. Elle m'a hurlé dessus, disant que je ne l'aimais pas, que j'étais un menteur, que je ne méritais pas son corps, essayant clairement de jouer sur mes hormones. Mais j'avais quand même un minimum de lucidité. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas envoyer d'argent sans preuve, point. Et sans surprise, rien n'est jamais arrivé sur mon compte. Puis, contre toute attente, elle a dit que c'était bon, qu'elle avait réussi à acheter le billet d'avion de toute façon,
et que je n'avais plus à m'inquiéter. J'ai alors demandé si le billet serait envoyé chez moi. Non, elle a dit. Je devrais le récupérer à l'aéroport le jour du vol. Je lui ai demandé si elle pouvait au moins m'envoyer un reçu, une preuve de l'achat. Et là, elle est repartie dans une crise de rage monumentale. Insultes, menaces, tout y est passé. À ce moment-là, je me fichais bien qu'elle soit réelle ou pas. Californienne ou martienne, peu importe. Il y a un vieux dicton qui dit « Ne mets jamais la tête là où tu risques de trouver la folie ». Je l'ai donc bloqué, lui ai souhaité bonne chance, et je suis passé à autre chose. Je dois reconnaître que pendant quelques jours, elle m'a manqué un peu. Ou plutôt, l'idée que je m'étais faite d'elle. Mais la vie a repris son cours. Et puis, quelques jours plus tard, je me promenais en ville avec des amis quand j'ai entendu une belle voix féminine hurler mon prénom avec une haine incroyable. Je me suis retourné. Et là, j'ai vu Lucie. Une ex-copine du collège. Une fille que j'avais fréquentée brièvement à 13 ans. À l'époque, elle était discrète, un peu gothique mais pas méchante. On s'était simplement éloigné. Je ne l'avais pas revue depuis, sinon de loin. Aujourd'hui, elle était méconnaissable. Maquillage noir dégoulinant, pendentif de pentagramme, grosse sacoche en laine à la main. Elle s'est avancée vers moi, furieuse, et m'a planté un doigt dans la poitrine. « Tu n'as aucune idée de ce que t'as perdu !» Elle hurlait, jurant que j'allais payer pour lui avoir brisé le cœur. Puis elle a crié qu'elle allait jeter un sort sur moi, que mes organes allaient tomber. Oui, littéralement. Et c'est là qu'elle a prononcé des détails très précis, des choses que seul Handcuffs aurait pu savoir. Et tout s'est emboîté dans ma tête. Handcuffs, c'était Lucie. Mon ex, ma vieille petite amie du collège. Elle m'avait catfiché sous un faux profil. Mes potes, évidemment, ont éclaté de rire. Mais sur le moment, moi, je n'avais pas envie de rigoler. Lucie n'était pas seulement cinglée, elle était dangereuse. Elle semblait persuadée d'être réellement Handcuffs ou de l'avoir invoqué spirituellement. Elle disait que si je lui envoyais juste le loyer qu'elle m'avait demandé, tout serait pardonné et qu'on pourrait redevenir amoureux. Je lui ai crié que je n'avais rien à me faire pardonner, que notre histoire s'était terminée il y a 5 ans, quand on avait 14 ans. Et c'est là qu'elle a craqué. Elle m'a sauté dessus. Je suis tombé en arrière, ma tête a heurté le bord d'un banc en pierre, et tout s'est brouillé. Je sentais du sang couler le long de mon crâne, et puis de petites piqûres rapides sur ma poitrine. Elle me poignardait, avec une épingle à nourrice, encore et encore. C'était plus douloureux moralement que physiquement. Mes amis ont réussi à la tirer de moi, et la dernière chose dont je me souviens, c'est le bruit des sirènes. Je me suis réveillé à l'hôpital. Fracture du crâne, hémorragie interne, des dizaines de petites plaies à la poitrine. Lucie, apparemment, était bouleversée, terrifiée d'avoir failli me tuer. Ses parents ont insisté pour qu'elle fasse une cure de désintoxication. Elle consommait pas mal d'alcool et de drogue à l'époque. Et la police m'a demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit non. J'avais juste envie de passer à autre chose. Voilà comment j'ai été catfiché, harcelé et presque tué par une fausse modèle californienne. Mais l'histoire a une fin plutôt heureuse. Lucie a fait sa réhabilitation, s'est remise sur pied, et aujourd'hui c'est une coach sportive, maman de 2 enfants et, ironie du sort, plus équilibrée que jamais. On se parle encore parfois aux réunions d'anciens élèves. Elle a un humour noir à toute épreuve, et on plaisante même sur le fait qu'elle ait failli m'assassiner. C'est d'ailleurs elle qui m'a encouragé à écrire cette histoire, à la corriger et à la publier sur une chaîne d'histoires vraies. Et si vous lisez ceci aujourd'hui, c'est grâce à elle. Je vous écoute depuis longtemps et j'ai même déjà laissé 2-3 commentaires un peu moqueurs en direct, du genre « Mais pourquoi des gens font des trucs aussi idiots ?» La vérité, c'est ce que je projetais. Parce qu'il y a environ 8 ans, moi aussi je me suis fourré dans une salle d'histoire avec un creep d'internet, et c'était entièrement de ma faute. Tout a commencé avec un avertissement d'une amie, Allison.
Elle m'écrit « Hey Shan, j'ai rencontré un type sur un tel groupe Facebook. Il est chelou, trop intense. Il aime les sabres, l'horreur et tout le délire edgelord. Il a parlé de toi. Je parie qu'il va essayer de te contacter. » Évidemment, elle avait raison. Il s'appelait Jeff. Et moi, bête et ennuyé, j'ai laissé la conversation s'installer. Alors que je savais que je ne devrais pas. Si vous avez traîné sur le net entre les années 2000 et la fin des années 2010, vous connaissez ce profil. Fan d'anime hyper susceptible. Grand discours sur The Killing Joke, Sin City, Firefly et Arma. Haine viscérale du MCU. Immense lecteur de comics. Mais qui tire toute sa science de la trilogie Batman de Nolan et de 3 résumés Wikipédia. Le genre a expliqué que le Joker est profond pour de mauvaises raisons. Des vrais savent. Jeff n'était pas un vrai. Au début, pourtant, il semblait intéressant. On avait des goûts communs. Comics, films, animés, jeux. Les fissures sont apparues quand il s'est mis à asséner des contre-vérités avec une assurance d'expert. Exemple, il me sort que Batman est son héros préféré parce que toute sa galerie de vilains est réaliste et normale. Ça, c'est vrai dans certains films, pas dans les comics. Je l'ai fait remarquer. Il est parti en vrille. Les comics, ça compte pas vraiment. Drapeau rouge. On ne se connaissait qu'en ligne, heureusement. Mais à chaque connexion, j'avais un essai de 3 pages m'expliquant à quel point on était proches, combien je comptais pour lui, comme il était reconnaissant de m'avoir rencontré. Après 1 semaine à peine, très vite, sa profonde amitié a glissé vers la relation amoureuse fantasmée. Je n'étais pas intéressé, je l'avais dit clairement, mais il n'entendait que ce qui l'arrangeait. Plus glauque, pour m'impressionner, il s'est vanté d'avoir brisé le cœur de sa dernière copine parce qu'elle voulait coucher et qu'il l'avait sermonné sur l'inapproprié. En grattant un peu, il a lâché qu'il avait un peu plus de 30 ans et qu'elle avait 16 ans. Pas juste en ligne, IRL. Il m'a répondu tout fier « J'ai refusé parce que c'est illégal. Elle, c'était une mauvaise personne de vouloir ça. » Bien sûr, la mineure, c'est elle la fautive. Là, j'ai su que je devais sortir de ce truc. Je lui ai dit que j'étais malade et que je me déconnectais quelques jours. Pendant 5 jours, j'ai reçu une rafale de messages paniqués. Quand je suis revenu, j'ai lâché un « Dude, j'étais malade ». Et lui, je le savais. On a une connexion psychique. J'ai pareil avec ma grand-mère. Je sens quand ceux que j'aime vont mal. Ouais, bien sûr. Une connexion psychique. Et mon message de la semaine d'avant. Quand j'ai cessé de répondre aussi souvent, il a basculé dans le chantage émotionnel. J'ai de terribles douleurs thoraciques. Je vais aux urgences. Il me reste peut-être quelques heures. La première fois, j'ai marché. Ensuite, il a rejoué la scène à chaque fois qu'il voulait de l'attention, sans aucune suite médicale. Puis ce furent les drames familiaux. Un grand-père mourant, puis finalement c'était la grand-mère, puis le frère, puis le père. Personne ne mourait jamais, il oubliait ses propres mensonges. Au passage, il m'avait dit vivre avec un coloc qui lui avait volé plein d'argent, mais aussi qu'il vivait seul, mais aussi avec ses aînés. Incohérent du début à la fin. Le seul but, susciter la pitié. Sur Facebook, il publiait des monologues larmoyants. Tout le monde prend chez moi. Je suis une source infinie de gentillesse. Je suis incapable d'être méchant. Et dans le même souffle, il condamnait les filles pour leur tenue, insultait les faux fans, posait en gardien de l'orthodoxie pop alors qu'il ne maîtrisait que des notions superficielles. Le grand écart. Il avait des obsessions bizarres. Le désir, c'est dégoûtant, inapproprié. Tout en me draguant constamment et m'envoyant des selfies mal éclairés, avec un chapeau, et en me réclamant des analyses détaillées de son charisme. Si ma réponse n'était pas assez longue, il insistait. Au bout d'environ 6 semaines, j'ai posé une limite nette. C'est bien trop intense. On peut être amis, oui, mais pas des best friends forever, et sûrement pas plus. Pour lui, c'était un affront personnel. Il a explosé. Insultes, reproches, rage. Je l'ai bloqué.
Un peu plus tard, il m'a écrit sur Steam. Désolé pour ce que je vais faire. C'était ambigu. Lui-même? Moi? Je n'étais pas terrifié pour ma sécurité. On vivait dans 2 pays différents et il était trop fauché pour prendre l'avion. Sans surprise, il n'a rien fait. À la place, il a posté un grand texte sur Facebook. Quand on a un bel oiseau chanteur en cage, on a le devoir de le laisser s'envoler. C'est une citation de BioShock Infinite. Il avait décidé que j'étais Elisabeth, et que lui était, Comstock, son père? Encore plus malsain, bravo. Avec le recul, je peux rire de lui. Sur le moment, c'était lourd et franchement flippant. Avoir un parasite aussi toxique dans sa vie, ça vous vide. J'ai appris ma leçon. Ce qui ressemble à de l'intensité fascinante est souvent juste du contrôle, de la manipulation et un gouffre d'attention. Le pire, une 3e amie, après tout ce que je lui ai raconté, a décidé de donner sa chance à Jeff. La dernière nouvelle que j'ai eue, elle a finalement coupé les ponts aussi. Monsieur essayait de la convaincre de tromper son mari avec lui. Moralité, si quelqu'un avance trop vite, s'invente des tragédies, tord la réalité pour coller à son fantasme, teste vos limites, puis vous punit quand vous en posez, bloquez. Sauvez votre énergie et ne faites pas comme moi. N'attendez pas d'avoir la citation de BioShock pour appuyer sur supprimer le contact.